Il est 20 h à Kinshasa et bienvenue au journal. Voici les titres. La route Uvira-Makobola dans le sud Kivu se trouve dans un état de défectuosité indescriptible, situation qui expose des conducteurs, des camions et autres engins roulants à finir leur course dans le lac Tanganyika. Vous verrez dans ce journal des images de quelques accidents sur ce tronçon routier. La République démocratique du Congo, deuxième poumon mondial, très riche en faune et flore, abrite ce lundi 3 novembre la 28e réunion du conseil d'administration du Fonds pour le patrimoine mondial africain, fonds destiné à la conservation et à la protection de l'écosystème. On s'approche lentement mais sûrement vers les festivités de fin d'année. Le comité multisectoriel de lutte contre le coronavirus craint la seconde vague de cette pandémie. De nouvelles mesures sont attendues dès ce lundi pour éviter la propagation du coronavirus. Et déjà, le directeur de Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, structure technique spécialisée de l'Union africaine en charge des maladies, est déjà dans nos murs pour planifier la lutte contre le coronavirus et mettre en place un plan contre la possibilité d'une seconde vague de coronavirus en République démocratique du Congo. Et comme chaque dimanche, vous aurez droit à la rétrospective de la semaine, question de mettre au parfum de la semaine de l'actualité qui se termine. Mais tout d'abord, place à l'actualité. Bonsoir. Direction Uvira dans le sud Kivu où le tronçon routier Uvira-Makobola est dans un état de défectuosité indescriptible. Plusieurs accidents de circulation sont enregistrés dans ce coin du pays et la population lance des cris de détresse à l'endroit des autorités du pays. Regardez ce gros camion qui a fini sa course dans le lac Tanganyika. Depuis le mois d'avril dernier, 5 camions ont déjà sombré dans les eaux du lac Tanganyika au niveau de Luhanga, au point kilométrique 186 de la ville de Bukavu, sur l'axe Uvira, Fizi, Lulimba, Kalemi et Lulimba, Namoya, Kasongo. Le dernier cas est celui du mercredi 25 novembre. Un camion plein de marchandises en provenance de Kongolo s'est renversé dans le lac Tanganyika avant de sombrer totalement dans les profondeurs des eaux de ce lac. Pas de morts ni de blessés, heureusement. Le chauffeur qui était seul dans ce camion a été repêché de justesse des eaux du lac Tanganyika et en est sorti sain et sauf. Tous ces camions sont tombés dans le lac suite au mauvais état de la route sur le tronçon routier Luhanga et Pemba, où la chaussée est totalement submergée par les eaux du lac Tanganyika depuis le mois d'avril dernier. Les usagers souffrent sur ce tronçon routier dangereux, long de 7 km seulement. Ces derniers demandent au gouvernement national d'intervenir rapidement pour que ce tronçon routier soit vite réhabilité, afin de protéger ces nombreux usagers des accidents parfois mortels. Le chef du groupement de Babungwe Nord du secteur de Tanganyika, dans le territoire de Fizi, le Mami Charles Sadi Simbi, hausse le ton et plaide aussi pour que le gouvernement congolais réagisse. Nous demandons au gouvernement de considérer la réhabilitation des infrastructures, de considérer cela comme étant l'une de ses priorités des priorités. Donc vraiment nous demandons au gouverneur des provinces, son Excellence, et nous demandons son Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous venir en aide. Certains camions ont été repêchés des eaux du lac Tanganyika par des grues louées par les propriétaires des camions et 2 autres sont restés introuvables dans les eaux du lac. Justice condamnée à 3 ans de servitude pénale pour outrage au chef de l'État dans une procédure pénale d'urgence de flagrance organisée par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Barnabé Milingagno, analyste politique, a passé sa première nuit au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Un récit de Luxon Kabbalah. De Kinshasa-Ngalima, ces gens en audience foraine de flagrance pour l'affaire inscrite opposant le ministère public contre le prévenu Ouimana Issombia Barnabé a rendu le jugement à la chambre 1 du tribunal des grandes instances de la Gombe. Après instruction sur le fait retenu à charge du prévenu Barnabé, notamment offense, outrage et menace d'attentat au chef de l'État, au cours d'une émission télévisée d'une chaîne de la place, les avocats de la défense
et l'infracteur Barnabé ont reconnu ces propos, estiment avoir les prononcés en termes d'hypothèse par paire d'inconnus. La partie civile et le ministère public se sont attardés sur le fait reconnu à charge du prévenu Barnabé et ont recouru à la visualisation des outils disponibles pour confirmer l'authenticité de ces propos traduisant l'infraction pénale. Les avocats de la défense du prévenu ont plaidé que ces faits ne sont pas constitutifs de l'outrage ou menaces verbales d'attentat au chef de l'État. Ils ont sollicité son acquittement pur et simple. Le ministère public et la partie civile, dans leur plaidoirie, ont réfuté toute tendance d'hypothèse évoquant plutôt la suite logique de la préméditation des conséquences, démontrant l'imputabilité, la culpabilité de ces actes. Ils ont plaidé pour qu'un signal fort soit donné en République démocratique du Congo et que la liberté d'expression ne traduit pas le libertinage dans les propos. À la reprise de l'audience, le tribunal a prononcé le verdict comme suit. Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties en procédure de flagrance. Le ministère public, entendu en ces réquisitions, dit établi en fait comme en droit l'infraction des menaces d'attentat mises à charge du prévenu Ouimana Isombia Barnabé. Et par conséquent, la condamne à une peine d'1 année de servitude pénale principale et une amende de 1 million de francs congolais. Dit établi en fait comme en droit l'infraction d'offense au chef de l'État mise à charge du prévenu Ouimana Isombia Barnabé et par conséquent la condamne à 2 ans de servitude pénale principale et une amende de 1 million de francs congolais. Dit que ces infractions ont été commises en concours matériel et par conséquent la condamne à 3 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 10 millions de francs congolais payable dans le délai légal, à défaut subir 300 jours de SPS. Ordonne son arrestation immédiate. La mise en mouvement du ministère public sur base des propos tenus par le prévenu Ouimana Isombia Barnabé dans la chaîne de télévision de la place et mis à la toile s'est terminé à la conduite de son notaire à la prison centrale de Makala où il purge sa peine de 3 ans avec paiement des amendes relatives. Direction Goma où s'est tenu les assises du comité de pilotage chargé de la bonne mise en œuvre du contrat de vérification des importations avant embarquement dehors de la République démocratique du Congo. Les représentants de l'Office congolais de contrôle OCC et BIVAC International ont fait l'état des lieux du contrat et harmonisé les procédures d'évaluation avant embarquement et débarquement des marchandises en destination de Kinshasa. Jacques Meji nous en dit plus. À Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, la 5e réunion du comité de pilotage du contrat de vérification des importations avant embarquement s'est tenue à Serena Hotel. Ces contrats signés entre l'Office congolais des contrôles et BIVAC International fait périodiquement l'objet d'évaluation par ces 2 parties contractantes afin de capitaliser, consolider les acquis et de corriger les écueils, de surmonter les obstacles au bon fonctionnement du contrôle des produits importés à destination de la République démocratique du Congo. La délégation de l'OCC était conduite par le directeur général de l'Office, Célestin Pierre-Issa Sitabou Amosimboa, et celle des bureaux Veritas au niveau local par Pierre-Olivier Gobert, directeur général de BIVAC RDC. C'est par vidéoconférence que les travaux se sont déroulés. Depuis le siège mondial de BIVAC International à Paris en France, Stéphane Godchon et Vincent Travers, respectivement vice-président et directeur vérification de la conformité, ont pris part active aux assises. Au nombre de matières examinées à cette réunion figurent notamment les tendances et enjeux du commerce international dans le contexte de la Covid-19, les stratégies d'évaluation de la conformité face au développement du commerce électronique, l'harmonisation des procédures d'évaluation avant embarquement et au débarquement, les dispositions de lutte contre la contrefaçon relatives à la non-conformité spécialement et l'état des lieux du programme en RDC. Notre partenaire BIVAC est présent dans plus de 140 pays, d'où proviennent la plupart des importations réalisées par la République démocratique du Congo. Et chaque fois, nous nous réunissons pour évaluer notre programme et afin d'assurer l'amélioration continue.
Le rôle de Bivac BV, c'est d'accompagner l'Office congolais dans sa mission régalienne de protection du consommateur et donc de vérification des importations, notamment en matière de qualité, de conformité aux normes nationales ou internationales et de prix. C'est l'occasion de se féliciter du travail qui a été accompli cette année. Les gestionnaires au quotidien de l'OCC, Célestin Pierre Issa Sitabwa Mosimboa, ne ménagent aucun effort pour s'assurer que la population congolaise consomme des produits conformes aux normes requises, des marchandises de qualité vérifiées avant embarquement par Bivac et au débarquement par l'Office congolais de contrôle. Santé, l'Union africaine veut apporter son soutien à la République démocratique du Congo pour contrer la possibilité d'une seconde vague de coronavirus qui secoue déjà plusieurs pays au monde. Le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, structure technique spécialisée de l'Union africaine en charge de la santé, est déjà dans nos murs. Depuis ce dimanche, le docteur John Kengasong va entre autres apporter son expertise dans le cadre de la mise en place d'un plan pour contrer la seconde vague en République démocratique du Congo. Regardez son arrivée avec Lisette Mojinga Thomas Basilwa. La pandémie de Covid demeure un réel défi de santé publique et de sécurité économique sur l'ensemble du continent africain, en particulier compte tenu des limites et des vulnérabilités des systèmes de santé dans la plupart de ces États. En date du 26 novembre 2020, le continent africain a passé le cap des 2 millions de cas et la RDC est comptée parmi les pays d'Afrique centrale les plus touchés à ces jours, avec un accroissement des cas évalué à 37% durant les 4 semaines épidémiologiques du 12 octobre au 8 novembre 2020. C'est ce qui justifie la mission de travail du directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, le Dr John Kengasong, et ce dans le cadre de l'évaluation de la riposte à la pandémie de la maladie à coronavirus en République démocratique du Congo et du soutien de l'Union africaine à cette riposte par l'étrichement d'Africa CDC. Nous avons regardé tous les secteurs, y compris le secteur de surveillance, le secteur du diagnostic, pour voir comment nous pouvons continuer à augmenter et soutenir les efforts du pays pour faire le dépistage du Covid-19 dans tous les pays, mais surtout aussi préparer le pays vis-à-vis la perspective d'une arrivée d'un vaccin contre le Covid-19. Le Covid-19 est une réalité, donc la population doit collaborer avec les autorités afin de mettre le Covid-19 en dehors de ce pays. Dans le cadre des activités de soutien aux États membres de l'Union africaine dans la riposte contre la pandémie Covid-19, Africa CDC appuie les efforts du gouvernement de la RDC en déployant des agents d'intervention rapide, 10 personnels de santé et en fournissant des kits, des tests Covid-19, du matériel des soins de santé et d'autres matériels pour la prévention et les contrôles des infections. Environnement, la République démocratique du Congo, deuxième poumon mondial, très riche en faune et en flore, abrite ce lundi 30 novembre la 28e réunion du conseil d'administration du Fonds pour le patrimoine mondial africain, fonds destiné à la conservation et à la protection de l'écosystème. Occasion pour récompenser les mérites des éco-gardes qui vont en guerre contre les braconniers, s'exposent à des multiples dangers et veillent à la protection de la faune et de la flore. Plusieurs représentants des pays d'Afrique et d'Europe sont attendus à Kinshasa. Une confirmation du directeur général de l'ICCN, Institut congolais de la conservation de la nature, Cosma Wilungula, au micro de Malumbela. C'est pour une première fois que la République démocratique du Congo va recevoir la 28e réunion ordinaire du conseil d'administration du Fonds mondial pour le patrimoine africain. C'est une convention qui date de 1972. C'est la convention par laquelle la RDC aujourd'hui a eu le bénéfice que 5 de ce parc puissent être reconnus bien du patrimoine mondial. Donc le tout premier parc créé en Afrique, qui est le parc national Albert, aujourd'hui appelé le parc national des Virunga depuis 1925, est un parc qui est un bien qui fait partie du site du patrimoine mondial. Nous nous apprêtons à recevoir cette grande réunion, la 28e ordinaire du conseil d'administration de ces fonds africains pour le patrimoine mondial. C'est pratiquement un événement important à notre niveau et au niveau de notre pays. Nous sommes à la veille
de la prise de responsabilité africaine par le président de la République, le chef de l'État, qui en février 2021 va passer le président de l'Union africaine. Et aujourd'hui, nous recevons en RDC tous les délégués des États africains qui vont participer à cette grande réunion. Cet événement va connaître 3 temps forts principaux. Un atelier technique le 30 novembre au 1er décembre. Et cet atelier technique va porter sur le patrimoine mondial congolais. Et la demi-journée du 1er décembre vont connaître l'atelier technique qui va réunir effectivement des hommes de culture de la RDC, des conservateurs de 5 sites naturels du patrimoine mondial, le 1er décembre au soir. Et ça va avoir comme thème principal le salut ou la manière de sauver les forêts congolaises. Et bien sûr, le 3e temps fort va concerner le conseil d'administration proprement dit. Ouvrons à présent notre rubrique rétrospective avec les consultations nationales initiées par le chef de l'État qui s'y sont clôturées cette semaine au Palais de la Nation. Toujours au courant de la semaine, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de 9 nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Et en fin de semaine, le président de la République a participé au sommet extraordinaire de la SADC, Communauté économique des États d'Afrique australe à Gaborone. Nous sommes là au Botswana. La semaine du président, c'est signé Pierre Kibambeso Moïsa. Fin cette semaine, des consultations initiées par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tel qu'annoncé dans son discours à la Nation du 23 octobre 2020. Le chef de l'État a reçu au Palais de la Nation des leaders politiques et sociaux, des acteurs et organisations politiques les plus représentatifs du pays. Lundi 23 novembre, les bureaux des assemblées provinciales ont été conviés à des échanges avec le président de la République. Des questions liées au fonctionnement de leurs institutions, souvent sujets de mésentente avec les exécutifs provinciaux, ont été exposées au cours de cette entrevue. Par la voix de leur porte-parole, les assemblées provinciales ont soutenu la démarche du chef de l'État et attendent des décisions qui en découleront. Le parti politique AAB, membre de la plateforme FCC, a eu des entretiens avec le chef de l'État. Selon le porte-parole de la délégation, le AAB soutient l'initiative du président de la République. Au nom de la délégation des généraux d'armée retraités de FARDC, le général Pama Baramoto Kata a indiqué que l'unité de la nation, la solidarité et la paix ont été évoquées au cours de leur entretien avec le président de la République. Conduit par le professeur Trifon Kinkei Mulumba, les notables du Grand Bandundu ont aussi répondu au rendez-vous des consultations au Palais de la Nation. Ils ont dit soutenir la création de l'Union sacrée de la Nation, une idée force du chef de l'État. Même son de cloche avec la dynamique du Congo uni, reçu par le président de la République qui adhère à la démarche du chef de l'État pour le mieux-être des Congolais, a martelé les porte-paroles de cette délégation. L'Union pour la démocratie et le progrès social a, à l'issue des échanges avec le chef de l'État, déclaré que le peuple attend beaucoup des consultations. Le président Haï de l'UDPS a souligné que le peuple d'abord, c'est la cristallisation de l'action du parti. Il faudrait la reconfiguration de la classe politique, car le véritable problème congolais, c'est l'homme congolais, a indiqué Jean-Marc Kabound. Quelques audiences du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à marge des consultations. L'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, Jean-Marc Châtaignier, dit avoir abordé avec le président de la République des sujets cruciaux pour l'avenir de la RDC. Il s'est agi, a-t-il martelé, de la présidence congolaise en exercice de l'Union africaine. L'Union européenne et l'Union africaine travaillent étroitement avec le futur président de l'organisation panafricaine pour préparer les prochaines discussions de décembre prochain entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président de l'Union européenne Charles Michel, président du Conseil européen, a indiqué l'ambassadeur Châtaignier. Le Royaume de Belgique a terminé
la semaine dernière une série de sessions de formation des fonctionnaires congolais à Kinshasa et à Addis Abeba dans le cadre de la préparation de la présidence en exercice de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Union africaine. Propos de l'ambassadeur du Royaume de Belgique à RDC, Joe Ndekeou. Plusieurs accords ont été signés lors de la visite du chef de l'État en 2019 à Bruxelles, a rappelé l'ambassadeur belge. L'appui du Royaume-Uni à la RDC dans le domaine de la santé et de l'éducation a été évoqué au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le ministre britannique pour les affaires africaines James Duddridge. En séjour en RDC, il va se rendre à Kananga où il procédera à l'inauguration d'un centre médical et d'une école financée par le Royaume-Uni. Un grand ballet diplomatique au Palais de la Nation ce jeudi 26 novembre 2020. Des ambassadeurs, 9 au total, ont été reçus tour à tour par le président de la République pour des cérémonies de présentation officielle de leurs lettres de créance. Selon leur ordre d'arrivée, l'ambassadeur Joanne Tomana a franchi le seuil du palais. Il a présenté ses lettres de créance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe en RDC. Succédant au diplomate zimbabwéen, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l'Inde en RDC a eu aussi les honneurs de la garde républicaine avant de présenter ses lettres de créance au président de la République. Il a exercé plusieurs fonctions diplomatiques, notamment au consulat de l'Inde à Tripoli en Libye, à Birmingham en Angleterre, à Athènes en Grèce et à Jalalabad, ville de l'Est de l'Afghanistan. Oren Rosenblatt est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Israël en RDC, résidant à Luanda en Angola. Dans sa carrière diplomatique, il a été notamment consul général de l'État d'Israël à Shanghai en Chine, à Atlanta aux États-Unis d'Amérique et au Kenya. Un autre ambassadeur accrédité en RDC avec résidence à Luanda, en Angola, c'est Piotr Mysliwiec. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a reçu en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Pologne. Madame Pirjo Kaisa Suomela Choduri est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Finlande en RDC. Elle réside à Lusaka en Zambie. La diplomate finlandaise a été accréditée comme ambassadeur au Nigeria, au Ghana, au Bénin et au Libéria. Elle assumera ensuite les mêmes charges d'ambassadeur de Finlande en Zambie, au Zimbabwe, au Malawi et au Comessa. Résident à Nairobi, au Kenya, Dr Christian Fellner est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche. Avant son accréditation à RDC, il a occupé les postes de premier secrétaire d'ambassade à Addis Abeba en Éthiopie et d'ambassadeur d'Autriche au Nigeria et au Kenya. Les Émirats arabes unis ont accrédité l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Asa Mohamed Fala Kaharsan en République démocratique du Congo avec résidence à Kigali au Rwanda. Né le 20 décembre 1972, il a travaillé notamment au ministère des Affaires étrangères, au département de relations américaines. En 2018, il a été nommé ambassadeur des Émirats arabes unis au Rwanda. Madame Alain Sehai Meseret Gelo est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique fédérale d'Éthiopie en RDC avec résidence à Kampala, en Ouganda. Elle a fait ses études académiques à l'université d'Addis Abeba avant de décrocher le master en administration des affaires à l'Université internationale de Germanie. C'est par la dernière entrevue du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec le docteur Salomon Momot Christopher Djembe que s'est clôturée la série des cérémonies de présentation de lettres de créance. Salomon Momot est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Sierra Leone à RDC. Il est résident à Abuja, au Nigeria. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, futur président de l'Union africaine, a pris une part active au sommet extraordinaire de la Troïka de la Communauté économique des États de l'Afrique australe à Gaborone, au Botswana. Le président botswanais, Dr Mokwetsi Eric
a salué l'engagement de ses homologues pour prendre des stratégies qui s'imposent face à la menace du terrorisme en RDC et au Mozambique. Concernant particulièrement la RDC, le communiqué final du sommet met en exergue le soutien régional au développement et à la mise en œuvre d'une stratégie conjointe du retrait progressif de la MONUSCO. Avant l'ouverture du sommet, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue du Botswana, Dr Mugwetsi. Les deux chefs d'État ont échangé sur les possibilités de développer des questions bilatérales d'intérêt commun entre la RDC et le Botswana, deux pays membres de la SADC. Plusieurs sujets ont marqué la semaine qui touche déjà sa fin. On retient entre autres la réunion que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a présidée en vue de la possibilité de la seconde vague de la pandémie de coronavirus, et plusieurs décisions sont déjà attendues dès demain lundi. Célébration chaque 25 novembre de la lutte contre les violences faites à la femme, et la ministre d'État, ministre du genre, de la famille et de l'enfant s'est adressée à la nation. La radio-télévision nationale congolaise était en deuil. Elle a perdu l'un de ses meilleurs journalistes en la personne de Joël Lungenza, qui a été conduit en sa dernière demeure. Suivez. Au cours de la semaine qui s'achève, il a été noté la stabilité du taux d'échange, et ce grâce au pacte conclu entre la Banque centrale du Congo et le gouvernement de la République. Le Premier ministre en a été informé. Parlons de la relance du secteur de l'emploi. Le comité des conjonctures économiques a partagé au cours d'une réunion à la primature le rapport de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Autre rapport présenté au Premier ministre, c'est celui de la promotion de l'économie rurale qui s'exécute grâce au financement de la BAD. Ilunga Ilukamba a reçu également le rapport de l'évolution des travaux de réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Concernant l'affaire du député national Fabrice Pouela contre les bureaux de l'Assemblée nationale, le Conseil d'État a tranché. Il a déclaré irrécevable et non fondée la requête du député, et pour cause, manque d'une décision administrative attaquée pour la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Cette démarche révèle d'une simple confusion des faits d'après cette institution publique. Les tissus sociopolitiques du pays se détériorent, et face à cette situation, l'Église du Christ au Congo vient d'entamer une mission de bons offices auprès des personnalités politiques du pays. Une délégation de l'ECC s'est entretenue avec le président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba. Ensemble, ils ont échangé sur le climat politique actuel. L'enjeu est d'aider à sortir le pays de la crise qu'il traverse pour le bon fonctionnement des institutions. Le gouvernement de la République vient de doter l'Office des voiries et traînages des engins de génie civil pimpant neuf, dont de la coopération RDC-Japon composée de 77 lots de matériel de génie civil. Le DG de l'OVD a réceptionné le jeudi dernier le premier lot de ces engins et les pièces de rechange. L'inspection générale du travail doit être réformée pour atteindre les assignations fixées par le gouvernement. Ce mercredi 25 novembre, la ministre d'État Néné Nkoulou a encouragé les fonctionnaires de 3 divisions emploi, travail et prévoyance sociale à ne pas baisser la garde devant les difficultés liées au fonctionnement de leur boîte. Le 25 mai de chaque année, l'humanité célèbre la journée de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Il a été révélé, d'après les études, que malgré la lutte, il y a flambé des violences faites aux femmes au monde. Ces femmes ont les droits et les devoirs de dénoncer les actes susceptibles de causer des préjudices, voire souffrances physiques, surtout pendant ces temps de confinement pour renforcer la lutte. Une occasion pour la ministre du Genre, Famille et Enfants, Béatrice Loméa, de lancer ses projets 16 jours d'activisme qui prendront fin le 10 décembre de l'année en cours. Les interprètes des sourds et malentendants veulent valoriser leur profession, longtemps méconnue et marginalisée en RDC. Avec l'accompagnement du ministère délégué des personnes vivant avec handicap et son partenaire CBM, ces derniers ont organisé une table ronde pour réfléchir sur des possibilités de création d'un conseil national des interprètes en langue des signes congolais, métier qui facilite la communication et l'inclusion des personnes sourdes dans les services sociaux des bases. Les personnes vulnérables ont salué cette démarche qui permettra d'intégrer le métier d'interprète dans le marché de l'emploi et de professionnaliser cette pratique dans un cadre académique. Couverte des nuages qui dégagent un son mélancolique, la semaine qui s'achève a été marquée également par la cérémonie d'adieu aux journalistes des infos télévisées
arrachés de ces mondes de manière brutale. Joël Ngenza Bikanga n'est plus et on ne le reverra plus parmi nous. Ce qui porte à croire que la vie a une fin comme une lumière qui s'éteint et le voilà dans cette contrée lointaine, inconnue et méconnue. Avec beaucoup de peine, de déchirements, ses collègues de la RTNC et ceux des autres médias, députés, ministres, lui ont rendu un dernier hommage digne. C'était un moment de vive émotion, difficile pour sa famille communicationnelle de retenir les larmes devant la dépouille mortelle de celui qu'elle appelait affectueusement Joe le Pacha. C'est ici au cimetière Saint-Jean-Baptiste dans la commune de Mongafula qu'il va reposer pour l'éternité. Joël Ngenza. Rekeska une paquet. Dans les jours à venir, l'eau sera la source de plusieurs conflits en Afrique qui connaît déjà la sécheresse, surtout dans la partie nord, à l'instar du Tchad et de l'Égypte qui désirent l'eau de la RDC. Et la solution passe par la République démocratique du Congo, mais cela ne doit pas se faire au détriment des intérêts congolais. C'est ce genre de dossier que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, aura à traiter lors de sa présidence de l'Union africaine l'année prochaine. Ramazani Moulanda nous en parle. Les continents africains font face au manque d'eau. Au nord et au sud des continents, les déserts avancent. Hydrologues et climatologues président même que l'accès aux ressources hydriques sera la cause des grands conflits interrégionaux et entre États. La guerre de l'eau sonne donc à nos portes. Le dessèchement du lac Tchad est la figure emblématique de cette raréfaction de l'élément liquide en Afrique. Ce lac était longtemps considéré comme la grande mer intérieure du continent, mais en 40 ans, il a perdu 90% de son eau, préjudiciant plusieurs centaines de millions qui vivent dans cette région sahélienne. Avant, tout ceci a été inondé, mais maintenant, ça augmente les déserts et il n'y a pas de l'eau maintenant. Pour sauver le lac Tchad, les regards sont tournés vers la RDC, notamment sur les bassins du fleuve Congo. Sauver le lac Tchad, c'est le seul moyen, c'est de faire transférer une partie des eaux de l'Ubangi, un cours d'eau frontalier à la RDC et à la RCA, à environ 1400 km de là, pour faire venir l'eau maintenant pour renflouer le niveau du lac Tchad. Ça coûte des millions, rien que pour l'étude, il faut environ 5 à 6 millions. Nous avons l'argent cash, nous avons l'argent disponible pour cette étude. Les États membres, surtout les chefs d'État, ils ont la volonté, ferme volonté de faire réaliser ce projet. Et aussi nous avons aussi l'étudier la communauté internationale pour sauver le lac Tchad. Pourquoi ne pas penser à exploiter aussi de l'eau ici chez nous qui coule gratuitement et abondamment à partir de Matadi jusqu'au large à Moana. Pourquoi ne pas exploiter cette eau-là pour alimenter aussi d'autres pays et les vendre ailleurs comme les autres le font chez eux quand il s'agit par exemple du gaz. Prenez l'exemple de la Russie qui transporte dans des turbines, dans des pipelines gigantesques du gaz de la Russie jusqu'en Europe. Et ça fait vraiment... C'est une source de ravitaillement et une source financière intarissable. Est-ce qu'on ne pouvait pas aussi exploiter de l'eau du Congo, c'est-à-dire prendre de l'eau, envoyer dans le désert du Sahara, exploiter cette même quantité d'eau pour envoyer, pour distribuer au Moyen-Orient où il n'y a pas d'eau. Seulement voilà, la RDC subit une pression extrême du nord au sud, de l'est à l'ouest du continent pour aider d'autres pays en matière de l'eau. Eh bien donc, le Congo était membre très influent de plusieurs organisations régionales de gestion de l'eau, notamment il est membre de la commission du bassin du fleuve Congo, SICOS, constituée de 10 pays. Il est membre de la commission du fleuve Nil avec 10 pays membres. Il fait partie de la commission du lac Kivu avec 3 pays membres. Il est membre de la commission du lac Tanganyika avec 4 membres. C'est donc en président solution de la crise d'eau que le président Félix Tshisekedi prendra son mandat en tant que président de l'Union africaine en 2021. Mais pour qu'il puisse prendre des décisions qui ne seront pas défavorables à la RDC, il faudrait que les services spécialisés en charge de l'eau en RDC puissent mettre à ses dispositions des éléments scientifiques fiables. Ces éléments techniques portent sur la disponibilité de l'eau que nous avons, sur les méthodes alternatives pour les transferts, pas nécessairement à prendre sur les fleuves, mais il y a d'autres méthodes qu'on peut faire, les eaux usées par les eaux non conventionnelles par exemple. Nous avons une pluviométrie très très importante. Pourquoi cette pluviométrie n'est pas prise en compte alors que les voisins ont besoin d'eau? Donc seulement avec les eaux cueillies de la pluviométrie, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes des pays limitrophes.
N'oubliez pas que cette eau-là, avec les barrages d'Inga, fait de nous la première puissance énergétique de l'Afrique. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Par rapport à ça, moi comme gestionnaire, j'attendrai les résultats des études menées par les scientifiques. Et par rapport à ça, depuis 2014, il existe une task force, donc un groupe de travail qui avait été mis en place par les premiers ministres de l'époque, mais malheureusement, on n'a pas eu de moyens pour la faire fonctionner. La RDC peut aider d'autres pays en matière d'eau, mais cela doit être fait non au détriment de notre pays. Et nous allons découvrir ensemble avec vous le sens et la signification du slogan « Le peuple d'abord », cheval de bataille du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui devient aujourd'hui une philosophie politique. C'est une chronique que nous propose Bertin Kofo Issaoso. Loin d'être un simple slogan en l'air, le peuple d'abord, lancé par le président de la République dès le seuil de son mandat, doit être compris comme une prise de conscience de la situation de l'extrême précarité dans laquelle vit la grande majorité de la population congolaise. C'est dans cet esprit qu'il avait même décrété l'opération Zéro. C'est un grand pas que venait de réaliser le président de la République, mais aussi l'affirmation de l'existence d'un fossé de classe qui se creuse entre la masse populaire et une bourgeoisie minoritaire oligarchique. Certes, la RDC est loin d'être un pays irréprochable, mais l'actuel chef de l'État peut se flatter d'avoir gagné la confiance du bon nombre de ses compatriotes pour sa détermination d'apporter des solutions au quotidien de la population lambda. On a toujours déploré, on a toujours dénoncé le paradoxe entre l'immense richesse du pays et la situation de ses habitants. C'est peut-être le résultat du nombrilisme de certains responsables publics frappés de surdité sociale et manifestement insensibles au grondement des classes populaires meurtries. En faisant il y a quelques mois de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales son cheval de bataille que chaque responsable à tous les niveaux doit pouvoir enfourcher, le président de la République venait de toucher le cœur des préoccupations de ses compatriotes. Déterminé à amener le pays dans une nouvelle direction, Félix-Antoine Tshisekedi est en train de réussir une vraie rupture avec le passé. Un passé où depuis des décennies, le social de la population semblait être le cadet des soucis dans un environnement où on avait du mal à développer les affaires sans affairisme. Il est donc temps de se mettre à l'heure du 21e siècle, car les antivaleurs ont brouillé l'horloge de la modernité. La RDC est un pays assoupi sur un trésor qu'il faut seulement féconder avec un brin de volonté politique. En allant vers la population à travers ces consultations, par exemple, le chef de l'État a compris que la politique actuelle consiste à aller au contact dans le souci de s'appuyer sur un diagnostic précis. Enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre britannique pour l'Afrique a séjourné récemment en République démocratique du Congo, occasion pour lui de rencontrer les autorités du pays et d'aller visiter quelques réalisations de la Grande-Bretagne dans la ville de Kananga, nous apprend Christine Lenzo. De visiter la RDC pour la première fois. C'est bien le ministre britannique en charge de l'Afrique, James Doddridge, qui a d'abord visité Kinshasa, la capitale, avant de se rendre au Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma, puis suivi de la ville de Kananga au Kasaï central, dans le but de palper les réalités sur certains projets réalisés grâce au cofinancement britannique et de l'USAID, évalué à plus de 260 millions de dollars américains. Les 10 programmes répondent aux priorités importantes du développement comme accès à des soins de santé de base, l'éducation de qualité, pour ne citer que cela. C'est ce qui justifie cette visite à l'école primaire Bikoukou à Kananga, école qui jadis abritait plusieurs déplacés et restait longtemps non opérationnelle. De nos jours, elle est réhabilitée totalement et permet aux élèves de suivre les cours dans de bonnes conditions. Le ministre britannique l'a d'ailleurs inauguré lors de sa descente. Je sais que la situation était très difficile ici, mais nous sommes toujours prêts à assister. Le ministre s'est ensuite rendu au centre de santé Mamouetou où il a visité les malades, la maternité, les laboratoires, aussi la pharmacie. Il s'est dit ravi de toutes ces réalisations.
Et nous vous proposons l'extrait de l'émission Perspective économique consacrée à la pollution de la ville de Kinshasa. Papi Kimwanga, un économiste de formation, professeur d'université, et pour une économie qui intègre le respect de l'environnement. Suivez un extrait. Je pars d'un constat selon lequel la RDC est pleine de potentialités, comme tout le monde le dit, mais avec une population si pauvre. Je me suis dit que les biens et services environnementaux constituent les dons de Dieu et que ça procure le bien-être social à toute la population. Malheureusement, l'utilisation abusive ou la surutilisation de ces biens et services environnementaux m'a tiqué et m'a dit, si nous continuons dans cette allure-là, avec cette allure, les générations qui viendraient après nous ne trouveraient pas les écosystèmes dons de Dieu. Alors, il faut agir instamment. Il faut agir incessamment pour réguler la gestion de nos écosystèmes. Voilà le pourquoi de cet ouvrage. Il fallait réguler et il faut réguler pour permettre à ce que les générations qui viendront après nous puissent trouver aussi les écosystèmes gages de leur vie. Et suivez ce reportage sur la journée de réflexion sur les violences basées sur le genre en milieu universitaire. Les universités congolaises ne sont pas épargnées par les actes de violence basés sur le genre. Les partenaires sont conscients de cet état de choses. Les étudiantes et étudiants ne sont pas étrangers à cet environnement. Cette activité s'inscrit dans le programme dénommé Voix et leadership de femmes. Cette initiative est financée par les Affaires mondiales Canada pour une durée de 5 ans. Et le mise en œuvre par le Centre Carter dans le 26 provinces. Pour l'organisateur de cette manifestation, il s'agit de susciter un meilleur engagement des étudiants dans la prévention et la lutte contre toute forme de violence basée sur le genre dans le milieu académique. Parler haut et fort par rapport à ces flots parce que nous souhaitons que cela puisse s'arrêter. Il faut savoir que la responsabilité, elle est partagée. Non seulement par rapport aux autorités académiques, mais par rapport à nous qui sommes étudiants. Pour Madame Eugénie du ministère du Genre a salué cette initiative qui vient consolider la vision que la ministre a élaborée pour faire face à ces fléaux en République démocratique du Congo. Comme c'est dans le milieu universitaire, on a plus privilégié ce que les étudiants eux-mêmes ont dit. Beaucoup plus, ce sont les vulgarisations des textes. Tout le monde a pratiquement dit que la plupart ignorent les textes juridiques prônant la protection des droits des femmes et de la fille et que si cela pouvait être intensifié, vulgarisé partout, cela pourrait faire en sorte que certaines violences puissent être évitées. Politique, la présidente de l'Alliance pour la réforme de la République, Henriette Ouamou, plaide pour un État qui prend en compte les intérêts de tous. Beaucoup de membres ont adhéré à cette plateforme qui ont salué la tenue des consultations initiées par le chef de l'État, comme le dit Bédard Mouyal. Les consultations initiées par le président de la République se sont avérées comme un concept politique et social assez mobilisateur. Ce discours a trouvé un écho favorable auprès de la société civile, des partis et des plateformes politiques à l'instar de l'Alliance pour la réforme de la République. Cette instance politique, pilotée par le député national Henriette Ouamou, est favorable à l'émergence d'un État qui prend en compte l'intérêt général des citoyens. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage au président de la République qui, contre vents et marées, vient de boucler les consultations qu'il a initiées et menées de main de maître aux fins d'être édifié sur les principales préoccupations de nos populations. L'idéal du peuple d'abord a ainsi trouvé tout son sens au travers de ces consultations. Nul doute que l'adresse du chef de l'État à la nation, qui va sceller l'union sacrée de la nation, sonnera le glas d'une nouvelle ère de gouvernance de la République démocratique du Congo. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'A2R, notre regroupement politique, jouera un grand rôle. Celui de galvaniser toutes les forces vives de la nation afin de consacrer la renaissance et le triomphe des valeurs et des vertus républicaines.
président Félix Tshisekedi et l'ADR, même combat. L'Alliance pour la réforme de la République se place du côté de la promotion de l'état de droit. Politique encore dans ce journal, parlons de l'UDPS dont le secrétaire général Augustin Kabouya a organisé une matinée politique à l'attention des cadres et combattants au siège de ce parti à la 10e rue Limété. Le numéro 2 du parti présidentiel a échangé avec la base sur l'actualité brûlante de l'heure. Alain Bikaï nous en parle. La tradition a été respectée une fois de plus ce samedi 28 novembre à l'Union pour la démocratie et le progrès social. Les cadres et combattants ont répondu massivement à la matinée politique animée par le secrétaire général Augustin Kabouya. Plusieurs points ont été abordés au cours de ces rassemblements politiques. Pour Augustin Kabouya, sa sortie médiatique n'avait qu'un seul objectif, celui d'enlever dans la tête de l'opinion publique et le président de la République, moins encore l'IDP s'était impliqué dans l'arrestation de Vital Kamerhe. C'est plutôt les FCC qui s'est saisi des faiblesses ou des fautes de DIRCAB. Félix Antoine Tshisekedi n'est pour rien dans les dossiers de Vital Kamerhe, a-t-il indiqué, car tout a commencé par l'alerte des ministres des Finances qui avait jugé très négatif le taux d'exécution des travaux de 100 jours au Conseil des ministres. À son tour, le Conseil des ministres avait chargé les VPM de la justice d'instruire le procureur près la cour d'appel de Kinshasa Matete d'ouvrir une enquête. Notre grande surprise est de constater que les FCC, qui avaient accéléré les dossiers de Kamerhe, puissent encore dire que c'est l'UDPS qui avait envoyé Vital Kamerhe en prison pour écarter un candidat potentiel. En 2023, s'est étonné le secrétaire général de l'UDPS. Augustin Kabouya n'a jamais remis en cause la décision de TGI Gombe condamnant Vital Kamerhe, a-t-il renchéri. Concernant l'arrestation de Barnabé Milingabo, le secrétaire général de l'IDPS a souligné que ce dernier n'a fait révéler au grand jour que ceux qui se mijotent dans l'obscurité. C'est pourquoi tous les Congolais doivent se constituer en bouclier humain autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour barrer la route aux fossoyeurs de la République. Ainsi se termine ce journal de 20h. C'était un réel plaisir de vous informer. Malou Mbela sera de vôtre à 22h avec une nouvelle session d'actualité. Le coronavirus est présent et nous guette. Continuez d'observer les gestes barrières pour limiter sa propagation. Que la paix règne dans vos maisons. Bon début de semaine à toutes et à tous. Merci.